La chute et la mort de Muammar Kadhafi suscitent de vives réactions au sein des populations africaines qui sont partagées sur l'ingérence de l'Occident dans les affaires des États africains. Après 7 mois d'intervention militaire en Libye, le Conseil de sécurité met un terme aux opérations de l'OTAN qui a conduit à la mort de Muammar Kadhafi. Kadhafi est donc mort et enterré dans cette semaine après 8 mois de résistance farouche au bombardement de l'OTAN. Alors, quelles conséquences pour l'Afrique après la mort de Kadhafi? La Libye est-elle réellement libérée? Le CNT sera-t-il capable d'assurer la transition en Libye? La chute et la mort de Kadhafi remettent-elles en cause la souveraineté de l'Afrique? Eh bien, et pour répondre à nos préoccupations, nous allons discuter dans un instant avec notre invité au studio, Rodrigue Pogli, qui est au studio avec nous. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Merci pour votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Et comme annoncé, je le disais, Rodrigue Pogli est au studio avec nous. Rodrigue est secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie. Rodrigue Pogli, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être au studio avec nous. Alors, tout de suite, on va pas perdre le temps. Comment expliquez-vous le mécanisme de l'ingérence militaro-onusien dans la crise libyenne qui a entraîné la mort de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi? Rodrigue. Merci. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que cette ingérence signifie clairement que l'Afrique est toujours sous le joug de la colonisation. Je dis ceci en pensant au fait que il est allégué plusieurs faits émotifs pour justifier cette guerre qui est une guerre d'agression, de rapine et de conquête. Nous sommes là en plein cœur de ce qu'on peut appeler le système colonial tel qu'il se déroule sous nos yeux. Et donc, ceci, en réalité, n'augure de rien de bon pour le continent africain. Donc, ce qui s'est passé en réalité en Libye n'est rien d'autre que la confirmation de la volonté de l'Occident de mettre au pas ce continent, de le piller, de le dominer, de le posséder de façon permanente. Et donc, conformément à cette idée, il fallait éliminer tous les dirigeants qui dérangent ou bien qui empêcheraient ou bien qui constituent des facteurs de blocage au déroulement de ce système. Donc, depuis longtemps, tous les résistants ont été toujours assassinés. Voilà. Donc, Samori, Béhanzin et tous les dirigeants, en passant par effectivement la période des indépendances et post-indépendance, tous les leaders africains qui ont essayé de résister ont été toujours assassinés ou renversés tout simplement du pouvoir. Et à la fin, ils ont toujours péri. Et Rodrigue, écoutez, cette guerre en Libye divise l'opinion des Africains. Je pense que vous êtes du même avis que moi. Et certains soutiennent et approuvent l'intervention militaire de l'OTAN qui a apporté un soutien indéfectible aux insurgés. Et cela simplement parce que l'Afrique doit se libérer des dirigeants dictateurs en lieu et place d'une démocratie. Et dans l'autre camp, on parle de la souveraineté de l'Afrique et d'un complot contre l'Afrique pour ses richesses. Les populations africaines sont dans un flou total face à cette situation très complexe. Alors, Rodrigue Pogli à la JUDA, quelle lecture faites-vous de cette situation? Non, effectivement, le fait même qu'il y ait ce débat au sein des Africains montre que les Africains ne comprennent pas le monde. Les Africains ne connaissent pas l'histoire et ne voient pas comment, dans la réalité, ce qu'on appelle le système international se déroule et se pratique, ou déroule en tout cas ces tentacules. Si vous êtes dans votre pays
et que des gens viennent de l'extérieur vous imposer, des dirigeants vous imposer une guerre et tuent vos enfants, détruisent toutes les infrastructures que vous avez construites depuis des années, si dans cette situation-là de chaos, de mort, de destruction, vous en êtes encore à faire un débat autour de ça et construire une sorte de divergence autour de cette question, cela montre à peu près le niveau même du développement mental des Africains. Voilà. Et donc, je crois que tenir encore ce type de discours ou connaître une forme de scission ou de débat de ce genre constitué deux camps de division autour de ces questions qui sont des questions fondamentales. Oui, Rodrigue, montre que les Africains Rodrigue, le problème c'est que est-ce que l'Afrique ou les Africains veulent vraiment la démocratie? Écoutez, si nous nous référons à l'histoire, nous savons que la démocratie est une invention africaine. Bon, nous savons tous que les philosophes grecs et ceux qui ont appris, ceux qui ont développé la théorie de la démocratie, qui est le gouvernement de la cité par les citoyens pour les intérêts des citoyens, ne l'ont appris, n'ont appris ce concept-là qu'en Égypte antique. Alors aujourd'hui, si nous allons en Afrique, nous voyons, y compris jusque dans les hameaux les plus reculés, des pratiques de la démocratie consistant à résoudre les problèmes autour de l'arbre à palabre. Donc, ce sont les Africains qui ont inventé l'idée de la démocratie. Maintenant, dans son acception moderne, vu que la Grèce et la Rome antique avaient développé une civilisation guerrière et tout ça, ce sont ces pays, ces populations qui ont imposé la démocratie dans son acception moderne aux peuples occidentaux, aussi bien que ces gens-là s'en gargarisent et se servent de ces notions comme prétexte pour justifier leur guerre d'agression, de rapine et de pillage dans ce qu'ils appellent le tiers-monde. Donc en réalité, ceux qui ont inventé la notion de la démocratie ne peuvent pas en être à demander que cette notion-là leur parvienne à nouveau. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que vous ne pouvez plus demander qu'on vous apporte ce que vous avez créé vous-même. Voilà. Rodrigue, vous affirmez, parce que, vous affirmez, je ne vous coupe pas, vous affirmez que les Africains ont inventé la démocratie entre guillemets. Alors, pourquoi elle bat du plomb dans la plupart des pays africains? Tout à fait. C'est parce que des épisodes historiques ont poussé les Africains à connaître ce qu'on peut appeler la rupture de la mémoire historique. C'est-à-dire qu'il y a eu deux événements majeurs, catastrophiques, qui n'ont jusqu'à présent été discutés et fouillés par les Africains. Ces événements-là, c'est les razzias négrières transatlantiques, qui sont un drame catastrophique pour le peuple noir durant 4 siècles. Vous imaginez, sur 4 siècles, toutes les générations qui ont succédé à leurs prédécesseurs n'ont pas connu l'Afrique dans sa réalité. Donc il y a une rupture de la mémoire historique à partir de cette époque-là. Le deuxième événement qui a enfoncé les Africains dans l'abîme de l'oubli, de sorte qu'ils ne sont même plus conscients de ce qu'ils ont inventé des civilisations dans le passé, c'est la colonisation. Donc, ces événements ont fait que les Africains ont totalement oublié leur passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous redemandons ce qui, en réalité, est notre invention, ce qui est en réalité notre création. Et donc, la seule solution pour que la démocratie marche en Afrique, c'est que les Africains recouvrent la mémoire historique, retournent dans leur culture et fonctionnent avec leurs valeurs. Voilà. Il faut rebâtir l'Afrique sur le roc des valeurs africaines. Ce n'est qu'à ce prix-là que les Africains cesseront de demander ce dont ils sont propriétaires et créateurs. Rodrigue Pogli, on va y revenir. Nous sommes là encore pour environ 40 minutes. Alors nous parlons de la crise en Libye, de la guerre en Libye. Et le mouvement populaire est invincible, dit-on souvent. Alors pensez-vous que cette insurrection populaire qui a été au départ pacifique en Libye réussira-t-elle
a fait partie à cette époque-là, le colonel Kadhafi. Et pour être clair, hein, est-ce que Kadhafi pouvait-il quitter le pouvoir sans l'intervention de l'OTAN? Non. Vous savez, il y a tout d'abord une bataille lexicale aujourd'hui qu'il faut imposer aux Africains. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un combat de vocabulaire à mener aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont des notions piégées pour nous. Voilà. Je reviens un peu au fait. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? C'est-à-dire que les Occidentaux, ayant vu que dans la région, les peuples, en tout cas en Tunisie, étaient en ébullition contre un régime qu'ils ont soutenu pendant longtemps, et voyant que voilà, cette région risque de leur échapper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenu à contrôler la suite des événements. Donc, ils ont demandé le départ de Ben Ali. Après, Obama aussi s'est engagé dans cette démarche de demander le départ de Moubarak pour mieux contrôler ce mouvement-là. Et donc, il y a toute une documentation aujourd'hui de la CIA révélée par Wikileaks qui montre en vérité que ces révolutions-là ne sont pas des révolutions spontanées, démocratiques, endogènes, etc. Donc, les choses sont pilotées depuis l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Alors, voulant remodeler en quelque sorte cette région, cette sous-région, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé un groupe d'hommes en Libye, notamment à partir de Benghazi, pour arriver avec des mouvements populaires à renverser le gouvernement Kadhafi. Alors là, vous parlez de complot contre l'Afrique? Absolument, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en Libye, c'est une démocratie directe, comme en Suisse. Voilà, il y a des communautés populaires qui ont le pouvoir, qui statuent sur un certain nombre de questions. Bon, ceci n'a rien à voir avec la démocratie formelle occidentale qui consiste seulement à aller voter et bon, voilà, les médias assurent le reste du travail. Donc, en Libye, il y a un régime démocratique qui fonctionne et qui a construit ce pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit que il y a une révolution populaire démocratique pacifique en Libye. Or, lorsque les médias ont accédé au terrain libyen, France 24, CNN, BBC, etc., nous ont montré des gens qui sont lourdement armés, qui attaquaient les camps militaires pour prendre des armes lourdes et aller bombarder tout ce qui est structure représentant le pouvoir. Et à partir de ce moment, l'État libyen, le gouvernement libyen, qui a le devoir d'assurer la sécurité et l'intégrité de son territoire, on lui demande de ne pas réagir. Alors à partir du moment où Kadhafi a réagi, on dit qu'il commet des crimes contre l'humanité et on va voter des résolutions contre lui jusqu'à construire cette monstruosité juridico-politique qu'est l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, ce qui a conduit à toutes ces frappes qui ont finalement abouti à l'assassinat de Kadhafi. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Libye, il n'y avait pas eu une révolution pacifique. Et plusieurs faits démontrent... Au départ, c'était pacifique. Non, on avait dit qu'il y avait quelques personnes qui manifestaient. Mais la réalité est que le lendemain déjà, on voit de groupes armés qui attaquaient les camps. Donc cette révolution n'a pas été pacifique. Donc on avait dit que Kadhafi bombardait son peuple, qu'il y avait 6000 morts. Bon, aujourd'hui, tout le monde voit qu'il s'agit d'un faux. Non seulement qu'il s'agit d'un faux, mais on avait fabriqué ces morts-là. Il y a un documentaire qui circule aujourd'hui qui montre clairement que la Ligue libyenne des droits de l'homme avait inventé ces morts et avait travaillé avec la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui avait fait des recommandations en direction du Conseil de sécurité qui a pris cette décision de détruire systématiquement la Libye. Deuxième chose qui démontre cet argument, c'est que les satellites russes ont montré, ont fait des observations sur le territoire libyen et ont révélé effectivement qu'il n'y avait pas eu bombardement de population en Libye en cette période-là. Troisième fait qui démontre cette histoire de révolution pacifique réprimée par le pouvoir libyen, c'est que le général Stavridis, qui est le commandant en chef des opérations de l'ONU, de l'OTAN en Europe, avait dit lui-même qu'il s'agit des gens d'Al-Qaïda qui attaquaient
le pouvoir de Kadhafi. Et je rappelle que cette information a été confirmée par une commission d'enquête menée par Yves Bonnet, qui est le directeur, l'ancien directeur de la direction de la surveillance du territoire française, qui ont démontré effectivement qu'il n'y avait pas eu révolution pacifique, etc., ni bombardement. Et je rappelle aussi que le 9 septembre dernier, Berlusconi, qui fait partie de cette coalition qui a agressé la Libye, bien évidemment, oui, a dit devant les jeunesses de son parti qu'en Libye, ce n'était pas une révolution démocratique, populaire et pacifique, qu'il s'agit, je le cite, d'un certain nombre de caciques du pouvoir qui ont décidé de changer de régime, et eux, ils n'ont fait qu'accompagner ce mouvement-là. Rodrigue Pogli, avant de continuer cette discussion avec vous, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Libye. Alors, je vous laisse, ou bien je vous propose d'écouter, tout comme nos auditeurs qui sont actuellement câblés sur le www.kanaka.ch. Notre auditeur Anissé intervient depuis l'Espagne. On l'avait enregistré 1 heure avant cette émission. Écoutez sa réaction. Amis auditeurs de Kanaka, je m'appelle Anissé, je vis au sud de l'Espagne. J'interviens pour participer au débat sur les conséquences de la crise. Bon, avant d'aborder le thème du débat de ce jour, j'aimerais bien que nous puissions débattre sur les causes de la crise libyenne avant de tirer les conséquences, puisqu'on ne peut pas mettre fin à un conflit interne international sans avoir au préalable touché le nœud du problème libyen. Heureusement, ce n'est pas le cas. Cependant, je vais essayer de parler des conséquences à court, moyen et long terme du Libyen et la mort de Mohamed Kadhafi. D'abord, les conséquences à court terme. Il va prévoir un climat d'insécurité généralisé, vu la quantité d'armes légères qui circulent sur l'ensemble du territoire. Secondo, quant aux partisans de l'ancien chef d'État libyen, certainement ils ne vont pas déposer les armes, d'autant que certains secteurs peuvent décider de venger la mort tragique de Kadhafi. De plus, l'assassinat de Kadhafi ne va pas faciliter la tâche aux nouveaux maîtres de la Libye pour mettre le pays sur le chemin de la paix et de la justice sociale. À court terme, il faudra craindre une régionalisation du conflit libyen si aucune mesure sérieuse n'est prise pour contrôler la circulation des armes dans le Sahel. À long terme, et on peut parler aussi d'un recul du développement socio-économique du pays, vu le nombre de dégâts occasionnés par les frappes aériennes de l'OTAN, surtout dans les zones qui étaient sous contrôle des forces loyalistes du régime libyen. Je fais allusion, c'est certainement à la destruction des hôpitaux, des marchés, des amphithéâtres, bref, les infrastructures du pays. Quant à ce qui... Mais au-delà de tout cela, je pense que cette souffrance pourrait être évitée au peuple libyen si l'OTAN et le CNT avaient accepté le plan de sorte prise proposé par la médiation africaine, puisque Obi Kadhafi, il avait donné son accord de principe pour ouvrir une négociation directe avec ses anciens ennemis de Benghazi sous l'égide de la communauté internationale. Les conséquences pour l'Afrique, moi, je trouve que le fonctionnement des institutions de l'Union africaine pourrait être si le nouveau régime de facto n'honore pas ses engagements vis-à-vis de cette institution, où la Libye était un des pays contributeurs au budget de l'Union africaine. Les projets de développement financés par le Fonds souverain libyen pourraient eux aussi être suspendus par manque de financement dans la plupart des pays africains. Pour terminer, je pense que l'Afrique va devoir faire face à un dilemme, celui de lutter pour sa liberté, sans pour autant sacrifier le contrôle de ses ressources naturelles, source de multiples conflits en Afrique noire. Merci. Et Anissé, qui intervenait depuis l'Espagne, évoque une régionalisation du conflit libyen. Rodrigue Pogli, qu'en pensez-vous? Écoutez, je crois que l'auditeur a résumé très bien les conséquences de cette agression. Mais il faut aller au-delà de ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, ce qu'on vise, c'est non seulement détruire l'ensemble des infrastructures construites depuis des années en Libye, mais aussi créer
un climat de terreur. Parce qu'il faut savoir que les Occidentaux sont en réalité les premiers terroristes au monde. Ça fait longtemps que ces pays ont apporté la violence, la mort, la destruction dans toutes les régions où ils sont allés. Voilà. Que ce soit en Amérique, en Asie ou en Afrique, ou en Océanie, ils ont même exterminé tout à fait des populations. Donc, ce qu'on vise aussi, ce qu'on vise en réalité en Libye, c'est de créer un climat de panique, de terreur, en présentant effectivement l'image, les images de Kadhafi assassiné, c'est de créer une forme de terreur pour paralyser les esprits. Donc, plus jamais que personne n'ose nous affronter de cette façon-là. C'est nous qui contrôlons la situation. Si jamais il y a quelqu'un qui ose encore dérouler son insolence devant nous, eh bien, nous serons là pour lui répondre. Et donc, effectivement, avec toutes les armes qui sont portées disparues dans ce conflit libyen, et lesquelles armes ont été, pour la plupart, livrées par les pays occidentaux, notamment la France, par le biais du territoire du Niger, eh bien, aujourd'hui, ces armes-là sont tombées dans les mains de terroristes d'AQMI et d'autres groupes de combat dans cette région-là. Mais ce qu'il faut observer, c'est que les Occidentaux aujourd'hui s'inquiètent justement de la perte, de la disparition de ces armes, non pas parce que ces armes vont tuer les Africains en Afrique, non pas parce que ces armes vont semer la mort en Afrique, mais tout simplement parce que ils craignent que ces armes soient retournées contre leurs citoyens et contre eux-mêmes. Donc, la réalité est que ces pays-là s'occupent de leur vie et la nôtre ne vaut pas un clou. Voilà, on n'a pas besoin de pleurer pour les Africains contre qui on remet des armes, mais on redoute tout simplement que ces armes-là vont être retournées contre l'Occident. Donc, dans la logique de l'Occident, c'est bien clair et précis que il n'y a que ces intérêts qui comptent. Voilà. Peu importe le coût humain de tout ce qui va arriver, mais l'essentiel est que l'Occident ait la paix et jouisse des biens qu'il va ravir et voler aux autres peuples. Rodrigue Pogli, avant de continuer cette discussion avec vous sur la crise libyenne et avant de lire également à nos auditeurs, ils sont nombreux à nous envoyer beaucoup de réactions à travers l'email. Donc, je vais quand même devoir lire deux de ces messages, leur opinion sur la crise en Libye. Notre auditeur, il s'appelle Issifou, nous a écrit depuis le Sénégal. Et Issifou dit, un génocide se préparait en Libye et si l'OTAN n'intervenait pas dans cette guerre, on reconnaît qu'il y a plusieurs morts, mais franchement, la Libye a échappé au pire. La mort de Kadhafi doit choquer tout Africain, vu les conditions dans lesquelles ce colonel est mort. Mais cela doit servir de leçon aux dirigeants africains qui maintiennent leur peuple à l'esclavage. Alors, regardez ce qui se passe encore au Cameroun. Paul Biya veut également mourir au pouvoir. Nous devons comprendre que l'Afrique en a assez de ces dirigeants dictateurs. Alors, évitons de culpabiliser l'Occident qui profite de notre incapacité à régler nos conflits et nous-mêmes. Je me pose la question si l'Union africaine existe-t-elle encore. Alors, Issifou, qui nous écrit depuis Dakar, et parle de génocide qui se préparait en Libye, Rodrigue Pogli. Alors, il est quand même vrai qu'au début de cette révolution, Kadhafi avait promis une boucherie aux insurgés s'ils ne remettaient pas les armes. Alors, Rodrigue Pogli, est-ce que le colonel Kadhafi n'était-il pas allé loin et c'est peut-être ce qui a permis à l'OTAN d'intervenir? Non. C'est exactement ce type de réaction qui montre que les Africains ne comprennent pas le monde, qui montre que les Africains ne lisent pas le monde dans sa réalité. Bon. Kadhafi avait fait un discours dans lequel il disait que ceux qui l'attaquaient ne sont pas des citoyens libyens, mais que ces gens-là sont des groupes d'Al-Qaïda, de combat islamiste, et ces gens-là avaient réussi à recruter au sein de la population des gens pour combattre son régime. Et on voit aujourd'hui que ce que Kadhafi a dit n'était pas faux,
puisque je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du général Stavridis, hein, qui est le chef des opérations de l'OTAN en Europe, qui avait dit lui aussi qu'effectivement, il y avait parmi la troupe, hein, qui combattait Kadhafi, des gens d'Al-Qaïda. Et Yves Bonnet, qui avait dirigé une commission d'enquête, qui n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien directeur de surveillance du territoire français, avait dit effectivement que ce sont des groupes d'Al-Qaïda, hein, qui occupaient une partie de la Libye et qui attaquaient le régime de Kadhafi. Et donc, à partir de ce moment, lorsque Kadhafi prononce ce discours, ben, il était de son devoir en tant que président de ce pays de préserver l'intégrité, hein, territoriale de son pays. Hein. Et l'État libyen avait le droit à ses côtés. Parce que vous ne pouvez pas, dans un pays, un gouvernement ne peut pas assister à une prise, hein, d'une partie de son territoire, hein, et laisser faire. Surtout que les revendications que ces gens-là ont formulées n'étaient pas d'ordre, je dirais, démocratique. Voilà. Parce que, comme Kadhafi l'avait dit, c'était des groupes terroristes. Et ceci n'a pas été démenti. Aujourd'hui, tout le monde sait que le chef des opérations, celui qui commande, le chef militaire de ce qu'on appelle les rebelles à Tripoli, hein, est un ancien d'Al-Qaïda. Voilà. Donc, une fois encore, je crois que les Africains doivent revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que pour savoir exactement lire ce type de conflit, il faut que les Africains retournent un peu dans l'histoire pour savoir comment les Occidentaux font pour intervenir. Comment on fabrique les dictateurs, comment on fabrique des ennemis pour soi, pour pouvoir les attaquer. Donc, en réalité, tout le monde savait que Kadhafi n'était pas si démocratique que ça. Mais on l'a reçu ici, hein, il n'y a pas très longtemps. Tous les pouvoirs occidentaux l'ont reçu. Bon, aujourd'hui, on trouve que c'est lui le méchant, c'est lui le dictateur et qu'il fallait nécessairement l'assassiner. Je rappelle que au début du conflit, lorsque la France et quelques pays donnaient des ultimatums à Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé? Le régime Kadhafi avait sorti une missile terrible qui était de révéler que la Libye avait financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Sur cette question-là, aucun média français n'a travaillé, il n'y a rien. On fait comme si de rien n'était, et bon, on avance. Donc, il faut que les Africains comprennent que ce qui s'est passé en Libye n'est en rien une guerre de libération, encore moins une guerre humanitaire, parce que on n'avait même pas encore fini, hein, la guerre pour que les entreprises françaises, hein, se pointent sur le terrain pour, soi-disant, récupérer leur part d'investissement dans cette guerre-là. Il y avait, le 12 octobre dernier, une kyriade de patrons français qui ont atterri en Libye avec à leur tête le ministre Pierre Lelouch, hein, qui disait clairement que, bon, ils sont venus en Libye prendre leur part. Et n'oublions pas que lorsque Tripoli était tombé, il y avait des révélations dans la presse française qui n'était pas une presse qui était contre cette guerre, mais Libération, par exemple, avait révélé que selon les accords secrets, il revenait à la France 35% du pétrole de la Libye. Donc, il faut que les gens comprennent effectivement ce qui s'est passé en Libye. C'est-à-dire qu'on a voulu tout simplement remplacer le régime Kadhafi, qui devenait assez gênant, hein, en faveur des gens plus dociles, plus capables de faire des concessions, hein, sans toutefois montrer une forme d'arrogance vis-à-vis des Occidentaux. Et nous savons aussi que, contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi n'a pas volé l'argent du pays. Et tous les investissements libyens, on le voit, ne sont pas des investissements au nom propre de Kadhafi. C'est de l'argent investi sur le marché, sur les marchés européens, notamment dans le secteur des banques, des assurances, de l'agroalimentaire, du pétrole, hein, au nom de l'État libyen, personne morale de droit public. Voilà. Et on a cherché à coller à Kadhafi des choses, on n'en a pas trouvé, et on a trouvé que seulement en France, il disposait d'un immeuble, hein, qui n'était pas en son nom propre,
mais un immeuble au nom de l'État qu'il a loué à la FNAC, hein, qui a ouvert une librairie, hein, dans cet immeuble-là et qui payait 7 millions d'euros à l'État libyen. Tout cet argent qui permettait à la Libye de satisfaire les besoins sociaux, hein, économiques de sa population. Donc voilà ce qu'on nous présente comme un dictateur, alors que nous savons que d'autres dictateurs ont des comptes dans les paradis fiscaux, notamment en Suisse, disposent des immeubles, disposent des pavillons, disposent des bateaux, des voitures de luxe, etc. Lorsque Kadhafi était passé en Europe, il n'avait pas dormi dans un hôtel 4 étoiles. Il avait dormi sous la tente en France. Rodrigue Pogli, merci pour vos développements. Alors, nous venons de recevoir encore par mail une opinion d'un fidèle auditeur, David Apalo, je pense qu'il est dans le canton d'Argovie, ici même à Rouen. Hein. Il dit, hein, il y a juste une chose qui me fait réfléchir. Malgré toute la haine que les Occidentaux ont pour Hitler et le nazisme, je ne me souviens pas avoir vu sa mort ou son assassinat mis en scène. Et nos véritables héros sont systématiquement humiliés et nous restons pacifiques ou complices de ces forfaitures. Et quand nous allons prendre conscience que nous existons en tant qu'êtres humains à part entière, nous allons enfin faire ce qu'il faut faire, à savoir résister, résister et résister encore. Alors, Rodrigue Pogli, le vin est tiré, hein, il faut le boire. Kadhafi est mort, un martyr, et selon certains Africains, est-ce que les Africains doivent-ils toujours s'indigner et accuser tout le temps l'Occident après ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, ensuite en Libye, hein, ou l'heure est-elle au réveil? Et si l'heure est au réveil, il y a 50 ans que les peuples africains ont acquis leur indépendance et l'Afrique n'arrive pas à régler ses propres conflits. Rodrigue. Bon, Sylvain Moussa, je viens de vous dire qu'il y a un combat lexical à mener. Il y a des termes qui sont piégés. Indépendance. L'Afrique n'a jamais été indépendante. Voilà. On peut le démontrer en un quart de seconde. 1. L'Afrique n'est pas indépendante parce que tous ceux qui travaillaient et luttaient pour, effectivement, l'affranchissement de l'Afrique ont été assassinés. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas été ont été renversés du pouvoir par des coups d'État et on a installé à leur place des laquais qui sont restés au pouvoir pour la plupart jusqu'à nos jours. Et d'autres sont morts au pouvoir, ils se sont fait succéder par leurs enfants. Bon, là, ce sont de bons démocrates qui n'ont rien à se reprocher et à qui on ne reproche absolument rien parce qu'effectivement, ils sont dans leur mission. 2. L'Afrique n'est pas indépendante parce que sur le plan monétaire, on voit le franc CFA, qui est une création de la France depuis 1945, garantie par la Banque de France, hein, laquelle monnaie permet à la France de contrôler systématiquement toute l'économie, hein, des pays africains. Bon. Troisième raison pour laquelle l'Afrique n'est pas indépendante, c'est que l'Afrique dispose sur son espace, sur son territoire, des bases militaires étrangères. Dites-moi, quel est le pays qui est indépendant, qui dispose des bases militaires étrangères sur son territoire? On voit que lorsque De Gaulle allait confirmer la souveraineté de la France, il avait expulsé, hein, la base militaire américaine qui était sur le territoire français. Donc, voilà quelques éléments qui montrent que l'Afrique n'est pas indépendante. Troisième et quatrième chose, si l'Afrique était réellement indépendante, les guerres d'agression auxquelles on assiste aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Libye, ou l'assassinat de nos patriotes, Sankara, Lumumba, Olympio, etc., n'aurait pas été possible. Donc, l'Afrique n'est pas indépendante. Un pays, un peuple qui n'élit pas ses dirigeants, qui ne décide pas de leur conservation ou de leur renversement du pouvoir, ne peut pas dire qu'il est indépendant. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que, comme l'Afrique n'a jamais été indépendante, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les Africains reprennent le combat pour la souveraineté. Voilà. Et ce combat doit être repris en ce sens que nous devons analyser froidement la situation qui est la nôtre pour comprendre qu'effectivement, nous ne sommes pas indépendants et qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème d'institution qui ne marcherait pas en Afrique. Ce n'est pas simplement un problème d'institution, c'est un problème de système. Alors, si nous comprenons absolument qu'il s'agit d'un système qui embrigade l'Afrique dans
dans le camisole de la pauvreté, hein, et du pillage, eh bien, il va falloir nous lever, hein, pour véritablement combattre ce système en tenant compte des rapports de force à présence et aussi en rectifiant un certain nombre d'erreurs qui auraient pu être commises par nos prédécesseurs. Voilà. Rodrigue Pogli, avant de continuer cette discussion, nous allons, et avant de faire aussi de marquer une pause musicale, je vous propose à vous et également à nos auditeurs actuellement câblés sur le www.kanaka.ch l'opinion d'un auditeur sur la crise libyenne. Bonjour Canal K, je m'appelle M. Paco Vincent et puis je téléphone depuis le Danemark. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Et je me mets tout de suite dire que nos présidents africains sont tous des imbéciles. Si, par exemple, un autre pays vient attaquer un pays de l'Union africaine, ce pays-là aura derrière lui tous les autres pays de l'Union africaine. Et en Afrique, tu vois, bon, c'est pas le cas. Regardez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, que cet imbécile de Zuma et puis de Santos, ils ont délaissé. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, regardez le cas de M. Laurent Gbagbo. Et en plus de ça, la Libye aujourd'hui, qui est le moteur même de l'Union africaine. Okay, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Eh bien, dans cette discussion sur la crise libyenne, les conséquences pour l'Afrique après la chute et la mort de Muammar Kadhafi, et Kofi Alouda, président du Molito, mouvement du 4 mars pour la libération du Togo, vient de nous rejoindre en direct depuis la France. Kofi Alouda, bonsoir. Oui, et alors, quelle analyse faites-vous de la crise libyenne qui a conduit à la mort et la chute de Muammar Kadhafi et Kofi Alouda? Très bien. Je pense que beaucoup de personnes éminentes ont dit des choses au sujet de cette crise. Je ne vais pas en fait revenir sur ce que les gens ont dit et qui est juste, souvent, mais je vais apporter en fait juste des éléments complémentaires par rapport à ce que les gens ont pu dire jusqu'ici. Alors, pour moi, l'un des éléments fondamentaux pour lesquels la Libye a été attaquée, qu'on a eu donc la chute de Kadhafi, c'est qu'il s'agit, en fait, la Libye représentait la porte d'accès à l'Afrique. On a parlé du pétrole libyen, etc., des fonds libyens sur lesquels ceux qui ont conduit cette guerre ont mis la main. Mais il y a un point important que les gens doivent savoir, c'est que la Libye est l'un des rares pays qui avait les moyens d'aider l'Afrique à faire l'Union africaine, à réussir son unité. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la Libye avait les moyens de le faire. Et ça ne va pas dans le sens de ce que l'idéologie coloniale veut. Et donc, il faut tout de suite couper la personne, barrer la route à la personne qui permettrait à l'Afrique de s'unir. Pareil, le cas de la Côte d'Ivoire, tous les esprits, tous les pays qui ont une certaine capacité, qui ont des moyens, la Côte d'Ivoire a la capacité, a des moyens, la Libye a la capacité, a des moyens, eh bien, tous ces gens-là, il faut les couper très tôt avant que ce ne soit trop tard. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde en Libye, je vais encore donner un autre élément qui va préciser ça. Oui, allez-y rapidement. Très très rapidement, c'est que quand Nicolas Sarkozy a voulu faire l'Union euro-méditerranéenne ou l'Union pour la Méditerranée, Kadhafi a été l'une des personnes qui n'a pas accepté, qui était en marge de cette union euro-méditerranéenne. Pourquoi? Parce que Kadhafi a les yeux tournés vers l'Afrique subsaharienne, vers l'Afrique noire, et pas vers l'Europe. Donc tous les autres pays du Maghreb qui ont les yeux tournés vers l'Europe, ils n'ont pas de problème. Mais tous ceux qui aiment l'Afrique, il faut casser, parce qu'il s'agit d'empêcher que l'Afrique puisse s'en sortir. Kadhafi, encore une fois, était la porte. La Libye, c'est la porte, c'est celui qui empêchait l'accès occidentaux à l'Afrique. C'est pour ça qu'il fallait casser cette porte. Eh bien, en cassant cette porte maintenant, c'est ouvert, on peut aller s'emparer maintenant du reste de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que, comme vous observez bien, en Libye,
quels sont ceux qui ont été le plus décimés? Ce sont les Noirs africains qui ont été décimés. Mhm. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, c'est un complot. Mhm. L'Afrique noire et la Libye n'est que subir cette guerre en fait, qui est menée Mhm. contre l'Afrique noire Mhm. et pas contre la Libye, Mhm. qui n'est rien par rapport au reste de l'Afrique. Mhm. Merci Kofi Alouda. Et malheureusement, nous tirons vers la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes président du Morito, mouvement du 4 mars pour la libération au Togo. Merci d'avoir été des nôtres en direct depuis la France, Kofi Alouda. Merci. Excellente soirée à vous. Mhm. Oui, et Rodrigue, vous avez suivi également la réaction, l'opinion de notre auditeur. Je ne me rappelle plus de son nom, mais bon, je pense qu'on va y arriver après. Et puis, vous avez également suivi la réaction ou la contribution également du compatriote Kofi Alouda. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Vous avez eu à faire beaucoup de développement, vous avez apporté beaucoup d'explications sur cette crise libyenne. Et je pense que nos auditeurs, actuellement câblés sur le www.kanalka.ch, ont quand même compris et ce qui se passe réellement dans cette guerre en Libye. Alors après 50 ans, le continent africain offre un tableau sombre. Des élections truquées, guerre, famine. Alors doit-on toujours accuser l'Occident ou s'accuser? Bon. Alors, quelle proposition alors que propose par exemple la Juda face à cette situation? Très bien. Et pour conclure Très bien. cette émission. Je disais tout à l'heure qu'il faut éviter d'utiliser un vocabulaire qui en réalité est un package qui est mis à notre disposition pour qu'on se trompe justement d'analyse et ne jamais aboutir à une solution concrète pour l'Afrique. Il ne s'agit pas ici d'accuser l'Occident. Il s'agit d'observer les faits. D'observer les faits et de voir l'histoire telle qu'elle se déroule devant nous. Voilà. C'est-à-dire qu'à quelle époque on situe en réalité la chute de l'Afrique. Voilà. C'est ça la grande question. Et à partir de ce moment, quels sont les facteurs qui ont fait que les Africains n'arrivent jamais à des solutions concrètes, endogènes, pour résoudre leurs problèmes? Bon. La chute de l'Afrique, en réalité, date effectivement de la période des razzias négrières. Parce qu'avant ça, nous avions des royaumes, des empires florissants. Voilà. Laissons tomber l'Égypte antique, qui est une autre histoire. Mais revoyons la période plus ou moins moderne, contemporaine de l'Afrique. On avait des empires, des civilisations florissantes. Et donc, la réalité est que depuis que l'Afrique a rencontré le monde extérieur, notamment l'Occident, elle a rencontré la mort et la destruction. Et donc, toute notre relation avec l'Occident a été ou est une relation d'exploitation, de sujétion. Et dans toute cette histoire-là, il n'y a eu que de mauvaises choses que nous avons accueillies ou recueillies. Tous nos leaders ont été assassinés par ces gens-là. Et après, ça n'a pas suffi. On nous a mis au travail dans l'intérêt de l'Occident ou de l'étranger jusqu'à nos jours. On cultive du coton, du cacao et tout ceci pour nourrir les autres. Eh bien, nous-mêmes, nous ne continuons pas à avoir des problèmes. Donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas transformer ou résoudre nos problèmes tant que nous n'avons pas la maîtrise, la possession de notre espace. L'espace africain nous a échappé depuis des millénaires, sinon depuis des siècles. Donc, il faut que les Africains reprennent en main leur territoire pour pouvoir le transformer. Voilà. Il faut d'abord que les Africains travaillent à chasser tout ce qui pille l'Afrique aujourd'hui. Ensuite, posséder cette Afrique-là et travailler à la développer. Rodrigue Pougli, merci infiniment merci d'avoir fait le déplacement au studio de Radio Canal K dans cette émission. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Et je remercie nos fidèles auditeurs qui nous ont envoyé beaucoup de messages. Rodrigue a 30 secondes pour dire encore, conclure quelque chose. 30 secondes, parce que le temps est contre nous là. Ok, Sylvain, merci de m'avoir reçu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas transformer un pays ou un continent qui est sous colonisation. Il faut d'abord déblayer le terrain
hein, pour pouvoir semer la graine africaine qui peut croître et vivre véritablement. Donc, il faut d'abord déblayer le terrain, le débarrasser hein, des envahisseurs, des colonisateurs, pour pouvoir véritablement avoir prise sur ce territoire-là et ensuite le transformer. Merci, merci Rodrigue. Et rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio de Radio Canal K.